Elle voulait démonter l'accusation. Elle a exposé sa logique. Dans cette audition filmée, une élue avance une règle simple. Sans intention criminelle prouvée, il n'y a pas de crime. Logique, juridique, imparable en apparence. Et Jack Smith acquiesce. Oui, la loi exige que des déclarations soient fausses et faites en connaissance de cause. Oui, l'intention est centrale. Alors, pourquoi cette ligne de défense répétée pendant plusieurs minutes produit l'effet inverse? Parce que ce qui est en jeu ici vous concerne directement, pas Trump, pas le Congrès, mais la frontière invisible entre croire quelque chose et s'en servir. Smith ne parle pas d'opinion. Il parle de preuves au-delà de tout doute raisonnable. Il parle de déclarations knowingly false. Et surtout, d'un pouvoir qui choisit quel fait accepter pour rester en place. Mais voici la partie que peu de gens entendent vraiment. Ce moment ne répond pas à une question juridique. Il révèle une stratégie. Et c'est là que l'histoire bascule. Officiellement, l'échange paraît technique. Une élue interroge un procureur sur des éléments juridiques précis, l'intention, la connaissance du mensonge, la différence entre une erreur et une fraude. Elle cite la section 371. Elle parle d'accord, de tromperie, de acte volontaire. Tout était formulé comme si le cœur du dossier reposait sur une seule faille possible. Si Trump croyait ce qu'il disait, alors tout s'écroule. Mais regardez ce qui se passe réellement dans la salle. Smith ne conteste jamais le principe. Il ne nie pas que la loi exige une intention. Il ne nie pas non plus l'existence de conseils contradictoires autour de Trump. Il laisse cette porte ouverte. Puis il glisse autre chose. Il affirme que les déclarations étaient fausses, qu'elles étaient répétées. Et surtout qu'elles étaient faites en sachant qu'elles étaient fausses. C'est là que le cadre change. La question n'est plus « croyait-il vraiment cela ?» La vraie question devient « qu'a-t-il choisi de croire et pourquoi ?» Et maintenant, observez ce qu'elle ne lui demande jamais directement. À ce moment précis, Smith avance sa première pièce lourde. Il ne parle pas d'interprétation, il parle de témoignage. Nous avions des preuves au-delà de tout doute raisonnable, dit-il. Puis, il précise des témoins directs, capables d'établir que Trump savait que ses affirmations étaient fausses, pas une intuition, pas une lecture politique, des personnes dans la pièce, au téléphone, dans la chaîne de décision. Et voici le détail concret qui change tout. Smith reconnaît que Trump recevait des avis contradictoires. Oui, certains conseillers lui disaient qu'il avait perdu, d'autres lui disaient l'inverse. Mais il ajoute une ligne décisive. Ceux qui confirmaient la défaite ont été écartés. Il a rejeté ces avis. Il les a remplacés. Ce n'est pas une erreur passive, c'est une sélection active. C'est là que la défense commence à se fissurer. Parce que si quelqu'un choisit systématiquement l'information qui lui permet de rester au pouvoir, la croyance devient un outil, pas une excuse. Mais remarquez ce qui manque encore dans cet échange. Une pièce essentielle n'a pas encore été posée sur la table, et c'est précisément là que la situation va s'accélérer. À partir de là, la discussion change de vitesse. On ne parle plus seulement de ce que Trump a dit. On parle de ce qu'il a fait après. Smith relie les mots aux actes. Pression sur des responsables d'État, tentative de faire ignorer des résultats certifiés, effort pour bloquer une procédure constitutionnelle précise, la certification du vote. Ce n'est plus une contestation abstraite, c'est une chaîne d'action coordonnée, et ce glissement est crucial. Dans d'autres moments de l'histoire américaine, contester une élection signifiait déposer des recours, perdre, puis passer à autre chose. Ici, selon l'accusation, le processus ne s'arrête jamais. Quand une voie échoue, une autre s'ouvre. Quand la justice dit non, la pression politique commence. Quand les institutions résistent, la foule est appelée. C'est là que quelque chose d'anormal devient presque banal. L'idée qu'un président en exercice puisse tester, une par une, toutes les limites du système pour rester en place, pas dans l'ombre, à visage découvert devant les caméras. Et maintenant, posez-vous cette question dérangeante. Si ce comportement devient normal une fois, qu'est-ce qui empêche qu'il le devienne à nouveau? Puis arrive le moment que la défense voulait éviter. La contradiction frontale entre les mots et les actes. Interrogé directement, Smith énumère. A-t-il tenté de faire créer de faux grands électeurs dans 7 États perdus? Oui.
A-t-il fait pression sur des responsables pour ignorer les vrais décomptes? Oui. A-t-il poussé le ministère de la Justice à bloquer la certification? Il l'a fait. A-t-il mis la pression sur son propre vice-président pour violer son serment constitutionnel? Il l'a fait. Chaque réponse est courte, calme, sans adjectif. Et c'est précisément ce qui les rend lourdes, parce que ce catalogue d'actions ne correspond plus à un homme confus. Il décrit une trajectoire. Quand une option échoue, une autre démarre. Quand la loi bloque, la pression augmente. Et quand tout échoue, la foule devient un levier. Puis Smith lâche une phrase qui change définitivement la lecture du dossier. Ce qui s'est passé le 6 janvier était prévisible. Et pas seulement prévisible. Il affirme que Trump a exploité cette violence. À partir de là, on ne parle plus d'erreur. On parle de calcul. Mais ce n'est toujours pas le point de rupture. Le plus instable arrive juste après. À ce stade, la tension ne vient plus d'une seule accusation. Elle vient de l'empilement. En quelques minutes, plusieurs lignes se superposent. Une enquête fédérale fondée sur des centaines de milliers de documents, des témoignages internes, des communications examinées une par une, puis un autre dossier parallèle, la gestion de documents classifiés après le départ de la Maison-Blanche. Deux affaires distinctes, une même logique de pouvoir. Et le rythme s'accélère encore. Smith rappelle que ces décisions n'ont pas été prises dans l'urgence d'une journée chaotique. Elles s'inscrivent dans la durée, avant le 6 janvier, pendant et après, quand les tribunaux ont tranché, quand les États ont certifié, quand le vice-président a résisté. Chaque fois, une nouvelle pression apparaît. Ce qui frappe ici, c'est la perte de contrôle progressive. Plus le système résiste, plus les méthodes se radicalisent. Plus les institutions tiennent, plus la rhétorique s'enflamme, jusqu'à ce que la frontière entre discours politique et action réelle devienne floue. Et maintenant, la question devient inévitable. Que se passe-t-il quand ce mode opératoire ne rencontre plus aucune limite claire? Parce que c'est exactement ce que cette audition oblige à regarder en face. À ce moment-là, le projecteur se déplace, on quitte les textes de loi, on quitte Washington et on revient à vous. Parce que ce qui est décrit ici n'est pas abstrait. Quand un président affirme publiquement que le système est truqué sans preuve, les conséquences ne restent pas au sommet, elles descendent. Smith rappelle ce qui a suivi. Des agents des forces de l'ordre agressés, des fonctionnaires électoraux menacés, des personnes ordinaires dont le travail consistait simplement à compter des votes, contraintes de se cacher. Certaines ont démissionné, d'autres ont quitté leur ville. Ce ne sont pas des figures politiques. Ce sont des gens qui, jusque-là, n'étaient jamais au centre de rien. Et c'est là que l'histoire touche quelque chose de familier. Quand ceux qui ont le plus de pouvoir refusent toute responsabilité, le coût est toujours payé par ceux qui n'en ont pas. Le bruit médiatique se dissipe, les discours s'enchaînent. Mais les effets, eux, restent. Si cette dynamique vous semble familière, ce n'est pas un hasard. Elle dépasse un homme, elle dépasse un parti. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi le système permet que cela arrive. C'est ici que le récit devient plus froid, plus dérangeant, parce qu'au-delà des individus, ce que cette audition révèle, c'est un mécanisme, un système qui récompense la confusion. Plus une affirmation est spectaculaire, plus elle circule, plus elle est répétée, plus elle devient familière. Et plus elle est familière, moins elle est interrogée. Smith ne parle pas de chaos, il parle d'incitation. Un dirigeant qui refuse un résultat électoral ne perd pas immédiatement du pouvoir. Au contraire, il gagne de l'attention. Il teste la loyauté. Il force les institutions à réagir. Et chaque réaction devient une preuve, non de sa faute, mais de l'existence d'un complot à ses yeux. C'est ce levier qui rend la situation si dangereuse. Parce que le système est lent. La justice prend du temps. Les faits doivent être établis. Pendant ce temps, le récit avance plus vite que les procédures. Et ceux qui contrôlent le récit peuvent transformer un échec juridique en victoire politique. Voici l'insight clé. Ce n'est pas l'absence de loi qui pose problème, c'est le décalage entre la vitesse du pouvoir et la lenteur de la responsabilité. Et ce décalage ouvre la porte à ce qui vient ensuite. À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle que Smith décrit implicitement. Les institutions tiennent lentement, dossier après dossier. Les preuves sont examinées,
Les procès avancent. Le message envoyé est simple, mais coûteux. Même les plus puissants peuvent être tenus responsables, même si cela prend des années. Cette voie est stable, mais fragile. Elle exige de la patience dans un environnement qui récompense l'instantané. La seconde trajectoire est plus rapide, plus séduisante. Si les poursuites sont perçues comme politiques, si l'intention est constamment brouillée par le doute, alors chaque action devient défendable. Plus rien n'est jamais prouvable. Tout devient opinion contre opinion. Et dans ce brouillard, le prochain dirigeant apprend une leçon claire. Tester le système n'est pas un risque, c'est une stratégie. Smith le dit sans le dire. Ce qui est jugé ici n'est pas seulement le passé, c'est le futur, parce que chaque signal envoyé aujourd'hui façonne le comportement de demain. Tenir quelqu'un responsable crée une limite. Ne pas le faire crée un précédent. Et le plus troublant, c'est que ce choix n'est pas encore tranché. Il est en train de se former maintenant. Ce que cette audition révèle, au fond, tient en une phrase simple. Le danger n'apparaît pas quand une règle est brisée. Il apparaît quand sa violation devient défendable. Tout au long de cet échange, Jack Smith ne cherche pas à convaincre par l'émotion. Il fait autre chose. Il trace une ligne entre l'erreur et la stratégie, entre la croyance et l'exploitation, entre contester un résultat et refuser qu'il existe. Et cette ligne ne concerne pas un homme en particulier. Elle concerne la manière dont le pouvoir apprend ce qu'il peut se permettre. Parce que si l'intention peut toujours être niée, alors plus rien n'est jamais réellement imputable. Et si rien n'est imputable, le système cesse de dissuader. Il commence à encourager, pas par faiblesse morale, par inertie. Voilà pourquoi ce moment compte, pas pour ce qu'il dit du passé, mais pour ce qu'il enseigne à ceux qui regardent attentivement comment les limites réagissent quand on les pousse. La prochaine fois que ce mécanisme sera testé, il ne ressemblera peut-être pas à celui-ci. Mais il suivra la même logique. Et c'est exactement ce que nous allons analyser ensuite. Si vous voulez comprendre ce qui se met en place avant que cela devienne visible, abonnez-vous. Ce genre d'histoire ne s'arrête jamais à la première audience.